La guerre de Troie n'aura pas lieu, Cassandre. Tu dis? La guerre de Troie n'aura pas lieu. Je te tiens à Paris, Andromaque. C'est envoyé des Grecs à raison. On va bien le recevoir, on va bien lui envelopper sa petite Hélène, et on la lui rendra. On va le recevoir grossièrement. On ne lui rendra pas Hélène. Et la guerre de Troie aura lieu. Oui, si Hector n'était pas là. Mais il arrive, Cassandre. Il arrive. Tu entends assez ses trompettes. En 7 minutes, il rentre dans la ville, victorieux. Je pense qu'il aura son mot à dire. Quand il est parti, voilà 3 mois, il m'avait juré que cette guerre était la dernière. C'était la dernière. La suivante l'attend. Cela ne te fatigue pas de ne voir et ne prévoir que l'effroyable. Je ne vois rien, Andromaque. Je ne prévois rien. Je tiens seulement compte de 2 bêtises. Celle des hommes et celle des éléments. Pourquoi la guerre aurait-elle lieu? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Il s'agit bien d'eux. Il s'agit de quoi? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Tu as déjà vu le destin s'intéresser à des phrases négatives? Je ne sais ce qu'est le destin. Je vais te le dire. C'est simplement la forme accélérée du temps. C'est épouvantable. Je ne comprends pas les abstractions. À ton aise. Ayons recours aux métaphores. Figure-toi un tigre. Tu la comprends, celle-là. C'est la métaphore pour jeune fille. Un tigre qui dort. Laisse-le dormir. Je ne demande pas mieux. Mais ce sont les affirmations qui l'arrachent à son sommeil. Depuis quelque temps, Troie en est pleine. Pleine de quoi? De ces phrases qui affirment que le monde et la direction du monde appartiennent aux hommes en général, aux Troyens ou aux Troyennes en particulier. Je ne te comprends pas. Hector en 7 heures rentre dans Troie. Oui, Hector en 7 heures revient à sa femme. Ce ne sont pas des affirmations, tout cela? Ne me fais pas peur, Cassandre. Quel beau jour, madame. Ah oui, je trouve. Troie touche aujourd'hui son plus beau jour de printemps. Jusqu'au lavoir qui affirme. Oh, justement, Cassandre, comment peux-tu parler de guerre en un jour pareil? Le bonheur tombe sur le monde. Une vraie neige. La beauté aussi. Vois ce soleil. Il s'amasse plus de nacre sur les faubourgs de Troie qu'au fond des océans. Oui, les paralytiques qu'on a traînés devant les portes se sont immortels. Tu parles trop, Andromaque. Le destin s'agite. Il s'agite dans les filles qui n'ont pas de mari. Je ne te crois pas. Tu as tort. Hector rentre dans la gloire chez sa femme adorée. Il ouvre un œil. Les hémiplégiques se sentent immortels sur leur petit banc. Ils s'étirent. Il est aujourd'hui une chance pour que la paix s'installe sur le monde. Il se pourlèche. Et Andromaque va avoir un fils. Et les cuirassiers se baissent maintenant sur l'étrier pour caresser les matous dans les créneaux. Ils se mettent en marche. Tais-toi. Et ils montent sans bruit les escaliers du palais. Ils poussent du mufle les portes. Le voilà. Tu mens, c'est Hector. Qui t'a dit autre chose? Qu'y a-t-il? Et c'est ainsi que vous me recevez après une si longue absence? À quoi bon nous habituer à ta présence? Elle ne durera pas trop longtemps. Ah, Cassandre, tu ne changeras donc jamais? Appelle-moi Paris, veux-tu? Le plus vite possible. Tu as quelque chose à me dire? Ne l'écoute pas. Quelques catastrophes, quelques visions dramatiques concernant les guerres. Laissons les guerres et laissons la guerre. Il t'a pris un père, un frère, mais t'a ramené un mari. Elle est trop bonne, elle se rattrapera. Calme-toi. Nous ne lui laisserons plus l'occasion. Tout à l'heure, en te quittant, je vais solennellement sur la place fermer les portes de la guerre. Elles ne se rouvriront plus. Ferme-les, mais elles s'ouvriront. Tu peux même nous dire le jour. Verse-moi un verre. Le jour où les blés seront dorés et pesants, les vignes surchargées et les demeures pleines de couples. Et la paix est à son comble, sans doute. Oui, et mon fils robuste et éclatant.
Ton fils peut être lâche. C'est une sauvegarde. Il ne sera pas lâche, mais je lui aurais coupé l'index de la main droite. Si toutes les mères coupent l'index droit de leur fils, les armées de l'univers se feront la guerre sans index. Et si elles lui coupent la jambe droite, les armées seront unijambistes. Et si elles lui crèvent les yeux, les armées seront aveugles. Mais il y aura des armées. Et dans la mêlée, elles se chercheront le défaut de l'aine ou la gorge à tâtons. Je le tuerai plutôt. Voilà la vraie solution maternelle des guerres. Si tu aimes la guerre, il l'aimera. Aimes-tu la guerre? Pourquoi cette question? Avoue que certains jours tu l'aimes. Si l'on aime ce qui vous délivre de l'espoir, du bonheur, des êtres les plus chers, Tu ne crois pas si bien dire. On l'aime. si l'on se laisse séduire par cette petite délégation que les dieux vous offrent à l'instant du combat, Tu te sens un dieu à l'instant du combat? très souvent moins qu'un homme. Mais un certain matin, on se lève du soleil léger, étonné, muet. Le corps, les armes ont un autre poids, sont d'un autre alliage. On est invulnérable. Une tendresse vous envahit, vous submerge. La variété de tendresse des batailles. On est tendre parce qu'on est impitoyable. Ce doit être l'effet de la tendresse des dieux. On avance vers l'ennemi, lentement, presque distraitement, mais tendrement. Et l'on évite d'écraser aussi le scarabée, et l'on chasse le moustique sans l'abattre. Jamais l'homme n'a plus respecté la vie sur son passage. Puis l'adversaire arrive. Puis l'adversaire arrive, écumant, terrible. On a pitié de lui, on voit en lui, derrière sa bave et ses yeux blancs, toute l'impuissance du pauvre fonctionnaire humain qu'il est, du pauvre mari et gendre, du pauvre cousin germain, du pauvre amateur de raki et d'olives qu'il est. On l'aime, on aime sa tête dans l'œil, on aime sa verrue sur la joue, on l'aime, mais il insiste, alors on le tue. Et l'on se penche en Dieu sur ce pauvre corps. Mais on n'est pas Dieu, on ne rend pas les vies. On ne se penche pas. D'autres vous attendent, d'autres avec le regard de haine, d'autres pleins de famille, d'olives, de paix. Alors on les tue. On les tue, c'est la guerre. Tous, on les tue. Cette fois, nous les avons tués tous, parce que leur peuple était vraiment la race de la guerre. C'est par lui que la guerre subsistait et se propageait en Asie. Un seul a échappé. Dans 1000 ans, tous les hommes seront les fils de celui-là. C'est tâche vain d'ailleurs. Mon fils aimera la guerre car tu l'aimes. Je crois plutôt que je ne l'aime plus puisque je la hais. Comment arrive-t-on à ne plus aimer ce que l'on adorait? Raconte, cela m'intéresse. Tu sais, quand on a découvert qu'un ami est menteur, de lui, tout seul faux alors. Même sévérité. Cela semble étrange à dire, mais la guerre m'avait promis la bonté, la générosité, le mépris des bassesses. Je croyais lui devoir mon ardeur, mon goût de vivre et toi-même, et jusqu'à cette dernière campagne, pas un ennemi que je n'ai aimé. Tu viens de le dire, on ne tue bien que ce qu'on aime. Et tu ne peux pas savoir comme la gamme de la guerre était accordée pour me faire croire à sa noblesse. Le galop nocturne des chevaux, le bruit de vaisselle à la fois et de soie, que fait le régiment d'hoplites en se frottant contre votre tente, les cris du faucon au-dessus de la compagnie étendue, aux aguets, tout avait sonné si juste, si merveilleusement juste. Et la guerre a sonné faux cette fois? Pour quelle raison? Est-ce l'âge? Est-ce simplement cette fatigue du métier, dont parfois l'ébéniste, sur son pied de table, se trouve tout à coup saisi, qui, un matin, m'a accablé, au moment où, penché sur un adversaire de mon âge, j'allais l'achever? Auparavant, tous ceux que j'allais tuer semblaient être le contraire de moi-même. Cette fois, j'étais agenouillée sur un miroir. Cette mort que j'allais donner était un petit suicide. Je ne sais ce que fait l'ébéniste dans ce cas, s'il jette sa varlope et son vernis ou s'il continue. J'ai continué. Mais de cette minute, rien n'est demeuré de la résonance parfaite. La lance qui a glissé contre mon bouclier a soudain sonné faux. Le choc du tué contre la terre, et quelques heures plus tard, l'écroulement des palais, et la guerre a d'ailleurs vu que j'avais compris. Elle ne se gênait plus. Les cris des mourants sonnaient faux. J'en suis là. Tout sonnait juste pour les autres. Non, les autres sont comme moi. L'armée que j'ai ramenée est la guerre. C'est une armée à mauvaises oreilles.
Tu ne peux pas savoir comme tout a sonné juste pour elle. Voilà 1 heure à la vue de Troie. Pas un régiment qui ne se soit arrêté d'angoisse à ce concert. Au point que nous n'avons osé entrer durement par les portes. Nous nous sommes répandus en groupe autour des murs. Car voilà la seule tâche digne d'une vraie armée. Faire le siège paisible de sa patrie ouverte. Et tu n'as pas encore compris que c'était là la pire fausseté. La guerre est donc Troie, Hector. C'est elle qui vous a reçu aux portes. C'est elle qui me donne à toi ainsi désemparé. Que racontes-tu là? Ne sais-tu donc pas que Paris a enlevé Hélène? On vient de me le dire. Et après? Et que les Grecs la réclament? Et que le renvoyé arrive aujourd'hui? Et que si on ne la rend pas, c'est la guerre? Pourquoi ne la rendrait-on pas? Je la rendrai moi-même. Paris n'y consentira jamais. Paris m'aura cédé dans quelques minutes. Cassandre me l'amène. Il ne peut te céder. Sa gloire, comme vous dites, l'oblige à ne pas céder. Son amour aussi, comme il dit. Peut-être. C'est ce que nous allons voir. Demande à Priam s'il peut me voir à l'instant. Et rassure-toi, tout Troyen qui en fait et peuvent faire la guerre ne veulent pas la guerre. Il reste tous les autres. Voilà Paris. Dois-je faire la révérence? Félicitations, Paris. Tu as bien occupé notre absence. Pas mal, merci. Alors, et cette histoire d'Hélène? Hélène est une très gentille personne, n'est-ce pas Cassandre? Assez gentille. Elle n'a pas l'air d'une gentille petite gazelle? Non, c'est toi-même qui m'as déjà dit qu'elle avait l'air d'une gazelle. Je m'étais trompée. J'ai revu une gazelle depuis. Vous m'ennuyez avec vos gazelles. Elle ressemble si peu à une femme que cela. Comment l'as-tu enlevée? Consentement ou contrainte? Voyons Hector, tu connais les femmes aussi bien que moi. Elles ne consentent qu'à la contrainte. Mais alors, avec enthousiasme. C'est une enquête? C'est une enquête. Tâche de répondre avec précision. Tu n'as pas insulté la maison conjugale, ni la terre grecque. Le grec, un peu. Elle se baignait. Elle est née de l'écume, quoi. La froideur est née de l'écume, comme Vénus. Et Ménélas? Où était Ménélas? Ménélas était venu sur le rivage, occupé à se débarrasser l'orteil d'un crabe. Il le regarde défiler mon canon, comme si le vent emportait ses vêtements. L'air furieux? Le visage d'un roi que pense un crabe n'a jamais exprimé la béatitude. Parfait. Pourquoi parfait? Je dis parfait parce que tu n'as rien commis d'irrémédiable. En somme, puisqu'elle était déshabillée, pas un vêtement d'Hélène, pas un seul de ses objets n'a été insulté. Le corset a été souillé, c'est négligeable. Je connais assez les Grecs pour savoir qu'ils tireront une aventure divine de cette petite reine qui part en mer et qui revient tranquillement après quelques mois de plongée, le visage innocent. Alors tu sens le visage. Alors tu penses que je vais amener Hélène à Ménélas? Nous ne t'en demandons pas tant, ni lui. L'envoyé grec s'en chargera. Il la repiquera dans la mer, comme le piqueur de plantes, à l'endroit indiqué. Tu n'es pas le maître ici. Je suis ton aîné et le futur maître. Alors commandons le futur. Pour l'instant, j'obéis à un autre père. Je n'en demande pas davantage. Méfie-toi, Hector. Priam est fou d'Hélène. Il livrerait plutôt ses filles. Que racontes-tu là? Et tous nos frères, et tous nos oncles, et tous nos arrière-grands-oncles. Hélène a une garde d'honneur qui rassemble tous nos vieillards. Regarde, c'est l'heure de sa promenade. Vois au créneau toutes ces têtes à barbe blanche. On dirait les cigognes caquetant sur les remparts. Beau spectacle. Les barbes sont blanches et les visages rouges. Oui, c'est la congestion. Il devrait être à la porte du Scamandre, par où rentrent nos troupes et la victoire. Non, ils sont à porte C, par où sort Hélène. Les voilà qui se penchent tout d'un coup, comme les cigognes quand passe un rat. C'est Hélène qui passe. Elle est sur la seconde terrasse. Elle rajuste sa sandale en prenant bien soin de croiser haut la jambe. Incroyable. Tous les vieillards de Troie sont à la regarder d'en haut. Non, les plus malins regardent d'en bas. Vive la beauté! Vive la beauté! Que crie-t-il? Il crie vive la beauté. Je suis de leur avis, qu'ils meurent vite. Vive Vénus! Vive Vénus! Et maintenant? Il crie vive Vénus. Ils ne prononcent que des phrases sans R à cause de leur manque de dents. Vive la beauté, vive Vénus, vive Hélène. Ils croient proférer des cris. Ils poussent simplement le mâchonnement à sa plus haute puissance. Et tu les vois, Hector. Je me demande comment vont résister tous ces poumons besogneux. Notre père ne peut être ainsi.
Mais dis-moi, tu pourrais au moins jeter un coup d'œil sur Hélène. Je me moque d'Hélène. Oh, père, salut. Tu disais? Je disais, père, que nous devions nous précipiter pour fermer les portes de la guerre, les verrouiller, les cadenasser. Il ne faut pas qu'un moucheron puisse passer entre les deux battants. Ta phrase m'a paru moins longue. Il disait qu'il se moquait d'Hélène. Penche-toi, tu la vois? Mais oui, il la voit. Je me demande qui ne la verrait pas et ceux qui ne l'ont pas vue. Elle fait le chemin de rente. Tu la vois? Je vois une jeune femme qui rajoute sa sandale. Elle met un certain temps à rajuster sa sandale. Mon pauvre enfant. Quoi? Oui, je ne savais pas que la jeunesse de Troie en était là. Et où en est-elle? À l'ignorance de la beauté. C'est très courant la beauté, père. Je ne fais pas allusion à Hélène, mais il court les rues. Hector, ne sois pas de mauvaise foi. Cette femme est un vrai rubis. Ainsi, le rubis personnifie le sang. Pas pour ceux qui ont vu du sang. Je sors d'en prendre. Un symbole, quoi. Tout guerrier que tu es, tu as bien entendu parler de symbole. Tu as bien rencontré des femmes qui, d'aussi loin que tu les apercevais, te semblaient personnifier l'intelligence, l'harmonie, la douceur. J'en ai vu. Que faisais-tu alors? Je m'en approchais et c'était fini. Que personnifie celle-là? On te le répète, la beauté. Alors, rendez la mythe aux Grecs si vous voulez qu'elle vous la personnifie pour longtemps. C'est une blonde. Impossible de parler avec ces femmes. Ne parlons pas des femmes alors. Alors, ne parlez pas des femmes. Vous n'êtes bien galant en tout cas, ni patriote. Chaque peuple remit son symbole dans sa femme, qu'elle soit Camus ou l'époux. Il n'y a que vous pour aller le loger ailleurs. Père, mes camarades et moi rentrons harassés. Nous avons pacifié notre continent. Nous entendons que nos femmes puissent nous aimer sans angoisse et avoir leurs enfants. Sage principe, mais jamais la guerre n'a empêché d'accoucher. Dis-moi pourquoi nous trouvons la ville transformée par le seul fait d'Hélène. Dis-moi ce qu'elle nous a apporté qui nous vaille une brouille avec les Grecs. Tout le monde te le dira. Moi, je peux te le dire. Regarde seulement cette foule et tu comprendras ce qu'elle est. L'avenir des vieillards me laisse indifférent. Mon fils, pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je vous comprends fort bien. À l'aide d'un quiproquo, en prétendant nous faire battre pour la beauté, vous nous faites battre pour une femme. Et tu ne feras la guerre pour aucune femme. Certainement. Non. Et il aurait rudement raison. S'il n'y en avait qu'une, peut-être, mais là ce chiffre est largement dépassé. C'est vraiment pénible de constater que les femmes sont les dernières à savoir ce qu'est la femme. Oh là là. Elles le savent parfaitement. Je vais vous dire moi ce qu'est la femme. Primo, elle est le principe de notre énergie. Tu le sais bien, Hector. Les guerriers qui n'ont pas de portrait de femme dans leur sac ne valent rien. De votre orgueil, oui. De vos vices. Segundo, qu'elle le veuille ou non, elle est la seule prime du courage. Demandez au moindre soldat. Tuer un homme, c'est mériter une femme. Oh là là. Que racontes-tu, toi? Je dis oh là là, je donne mon avis. À mesure que nous vieillissons, nous les femmes, nous voyons clairement ce qu'ont été les hommes. Des hypocrites, des vantards, des boucs. À mesure que les hommes vieillissent, ils nous parlent de toutes les perfections. Il n'est pas un souillon, accolé derrière un mur, qui se transforme en vous souvenir en une créature d'amour. Chère fille, votre révolte même prouve que nous avons raison. Nous connaissons le vocabulaire. L'homme en temps de guerre s'appelle le héros. Il peut ne pas en être plus brave et s'enfuir à toutes jambes, mais c'est du moins un héros qui détale. Priam, je vous en supplie, si vous avez cette amitié pour les femmes, écoutez ce que toutes les femmes du monde vous disent par ma voix. Laissez-nous nos maris comme ils sont, pour qu'ils gardent leur agilité et leur courage. Je ne le veux pas. Oh, justement, Priam, vous savez bien, ce sont les braves qui meurent à la guerre. Pour ne pas y être tués, il faut un grand hasard ou une grande habileté. La première lâcheté est la premièrerie d'un peuple. Où est la pire lâcheté? Paraître lâche vis-à-vis des autres et assurer la paix? Ou être lâche vis-à-vis de soi-même et provoquer la guerre? La lâcheté de ne pas préférer à toute mort la mort pour son pays. J'attendais la poésie à ce tournant. Elle n'en manque pas une. On meurt toujours pour son pays quand on a vécu en lui. Digne, actif, sage. C'est pour lui aussi qu'on meurt.
Ou alors que les vieillards soient les seuls guerriers. Tout pays est pays de la jeunesse. Il meurt quand la jeunesse meurt. Vous nous ennuyez avec votre jeunesse. Elle sera la vieillesse dans 30 ans. Et il écoute cela sans me dire, Paris. Et il ne lui vient pas à l'esprit de sacrifier une aventure pour nous sauver d'années de discorde et de massacres. Que veux-tu qu'il te dise? Son cas est international. Mais est-ce qu'il aime vraiment Hélène, Paris? Ils sont le symbole de l'amour. Il n'en même plus à s'aimer. Voilà, Hélène. Père, si Hélène consent à repartir pour la Grèce, tu acceptes? Oui, j'accepte. Si elle s'embarque dans l'heure, tu ne la retiendras pas de force. Pourquoi mettre en question l'impossible? Et pourquoi l'impossible? Si les femmes sont le quart de ce que vous prétendez, Hélène partira d'elle-même. Père, je vous en supplie, laissez-moi ce recours. Les voilà qui vous appellent pour la cérémonie. Partez, et je vous rejoins. Soit. Venez, mes enfants. Allons préparer les portes de la guerre. Pauvres portes. Il faut plus d'huile pour les fermer que pour les ouvrir. C'est beau la Grèce? Paris la trouvait belle. Je vous demande si c'est beau la Grèce sans Hélène. Merci pour Hélène. Enfin, comment est-ce, depuis qu'on en parle? C'est beaucoup de rois et des chèvres éparpillés sur du marbre. Si les rois sont dorés et les chèvres angora, cela ne doit pas être très mal au soleil levant. Je me lève tard. Des dieux aussi en quantité. Paris dit que le ciel en grouille, que des jambes de déesse en pendent. Paris va toujours le nez levé. Il peut les avoir vus. Vous non? Je ne suis pas douée. Je n'ai jamais bien pu voir un passant dans la mer. Je regarderai mieux quand je retournerai. Vous venez de dire à Paris que vous n'y retourneriez jamais. Il m'a prié de le dire. J'adore obéir à Paris. Je vois. C'est comme pour Ménélas. Vous ne le haïssez pas? Pourquoi le haïrais-je? Pour la seule raison qu'il fasse vraiment haïr. Vous l'avez trop vu. Ménélas, oh non, je n'ai jamais bien Ménélas, ce qui s'appelle vu, au contraire. Sans mari. Choisissez-vous le départ, oui ou non? Ne me brusquez pas, Hector. Vous vous moquez de moi? Me moquer? Pourquoi? Allons, partons si vous voulez. Allons nous préparer pour ma remise aux Grecs. Nous verrons bien. Vous doutez-vous que vous insultez l'humanité? Ou est-ce inconscient? J'insulte quoi? Vous doutez-vous que votre album de Chromos est la dérision du monde? Tandis qu'ici nous nous battons, nous nous sacrifions pour obtenir une heure qui soit à nous, vous êtes là, à feuilleter vos gravures prêtes pour toute éternité. À laquelle vous arrêtez-vous avec ces yeux d'aveugle? À celle où vous êtes sans doute sur ce même rempart contemplant la bataille? Vous la voyez, la bataille? Oui, Et la ville s'effondre ou brûle, n'est-ce pas? oui, si rouge vif. Tu repartiras ce soir pour la Grèce, Hélène, ou je te tue. Mais je veux bien partir. Je suis prête à partir. Tu repartiras sous un soleil gris et sur une mer grise, mais il nous faut la paix. Je ne vois pas la paix. Il faudrait demander à Cassandre qu'elle te la montre. Elle évoque fort mes génies. Hector pria qu'un réclame. Les prêtres ne veulent pas que l'on ferme les portes de la guerre. Ils disent que les dieux y verront un affront. C'est curieux comme les dieux s'abstiennent de parler eux-mêmes dans les cas difficiles. Ils ont parlé eux-mêmes. La foudre est tombée sur le temple et les entrailles des victimes sont contre le renvoi d'Hélène. Je donnerais très cher pour consulter moi-même les entrailles de ces prêtres. Je te suis. Ainsi, vous êtes d'accord, Hélène? Oui, Vous direz désormais ce que je vous dirai de dire et ferez ce que je vous dirai de faire. oui, Devant Ulysse, vous ne me contredirez pas. Vous abonderez dans mon sens. oui. Écoute-la, Cassandre. Écoute ce bloc de négation qui dit oui. Paris m'a cédé. Priam m'a cédé. Hélène me cède. Et dans chacune de ces victoires apparentes, il me semble que j'ai perdu. On croit se battre contre des géants. On va les vaincre. Mais en réalité, on se bat contre quelque chose d'inflexible qui est un reflet sur la rétine d'une femme. Tu as beau me dire oui, Hélène. Tu es comble d'une obstination qui me narre. Oui, peut-être. Hâte-toi, Hector. La plage est en révolte. J'arrive. Je te confie Hélène, Cassandre. J'enverrai mes ordres. Au secours, Hélène! Aide-moi! Mais
comme elle est jolie. Mais comme elle est pâle. Je suis pâle. Comment pâle? Je ne vois pas cet or dans mes cheveux. Tiens, de l'or gris, c'est une nouveauté. D'or gris? Mon or est gris. Elle a disparu. Et comme cela. Je la vois de moins en moins. Et comme cela. Hélène ne te voit pas davantage. Tu me vois toi puisque tu me parles? C'est ma spécialité de parler à l'invisible. Que se passe-t-il donc? Pourquoi les hommes de la ville et sur la plage poussent ces cris? Il paraît que leur dieu entre dans leur jeu et aussi leur honneur. Leur dieu? Leur honneur? Oui, tu es malade. Une minute de paix, c'est bon à prendre. Père, tu dois pourtant savoir ce que signifie la paix pour des hommes qui depuis des mois se battent. C'est toucher enfin le fond pour ceux qui se noient ou s'enlisent. Devons-nous permettre aux Grecs de débarquer? Ils débarqueront, parce que l'entrevue avec Ulysse est notre dernière chance de paix. Ils débarqueront pas. Notre honneur est en jeu. Tu prends sur toi de conseiller au Sénat une mesure qui signifie la guerre? Sur moi, je tombe mal. Avance, Cassandre. Ta mission commence. Quelle est cette plaisanterie? Le Sénat m'a demandé une consultation. Et quel est cet avis? Mon avis, Prince, après constat de visu et enquête subséquente, est que les Grecs se sont rendus, vis-à-vis de Troie, coupables de 3 manquements aux règles internationales. Leur permettre de débarquer serait vous retirer cette qualité d'offensé et vous vaudra, dans le conflit, la sympathie universelle. Explique-toi. Premièrement, les navires grecs ont hissé leur pavillon en ramas et non à l'écoutière. Un navire de guerre hisse son pavillon en ramas dans le seul cas de réponse au salut d'un navire chargé de bœuf. Devant une ville et sa population, c'est le type même de l'insulte. Nous avons d'ailleurs un précédent. Il y a 1 an, les navires grecs, en entrant dans le port d'Ophéa, ont hissé leur pavillon en ramas. La riposte a été cinglante. Ophéa a déclaré la guerre. Et qu'est-il arrivé? Elle l'a perdu. Il n'y a plus d'Ophéa, ni d'Ophéa. Continue. L'anéantissement d'une nation ne modifie en rien l'avantage de sa position morale internationale. Mais passons. Nous avons un deuxième constat. Deuxièmement, les navires grecs, en ancrant dans nos eaux territoriales, ont adopté la formation dite de face. Il avait été question au dernier congrès d'inscrire cette formation dans les mesures dites offensives-défensives. J'ai été bien heureuse qu'on lui restitua sa vraie qualité de mesure défensive-offensive, c'est-à-dire qu'elle constitue une des formes larvées du blocus, qui est lui-même une des formes larvées du front de mer, c'est-à-dire qu'elle constitue un manquement au premier degré. Nous avons aussi un précédent. Il y a 5 ans, les navires grecs, en ancrant dans le port de Magnésie, ont adopté la formation de face. Magnésie a dans l'heure déclaré la guerre. Elle l'a gagné? Elle a perdu. Il ne subsiste plus une pierre de ses murs. Mais mon paragraphe subsiste. Je t'en félicite. Nous avions eu peur. Achève. Le 3e manquement est moins grave. Une des trirèmes grecques a accosté sans permission et par traîtrise. Son chef, Oias, le plus brutal et le plus mauvais coucheur des Grecs, monte vers la ville en semant le scandale et la provocation et en criant qu'il veut tuer Paris. Du point de vue international, ce manquement est moins grave. C'est un manquement qui n'a pas été fait dans les formes. Te voilà renseigné, Hector. La situation a 2 issues. Encaisser un outrage ou le rendre. Choisis. Cassandre, apprends que notre ville n'entend en aucune façon avoir été insultée par les Grecs. C'est contre les faits, Hector. Sa fierté d'Hermine est légendaire, donc je n'en suis pas surprise. Tu vas donc, et sur le champ, trouver une thèse qui permette à notre Sénat de dire qu'il n'y a pas eu de manquement de la part de nos visiteurs, et à nous, Hermine Immaculée, de les recevoir en hôte. Le Sénat m'a demandé une consultation, je la donne. Je te demande, moi, l'interprétation. C'est plus juridique encore. C'est contre ma conscience. Ta conscience a vu périr Ophéa, périr Magnésie, et elle envisage d'un cœur léger la perte de Troie. C'est contre les faits, Hector. Je n'ai qu'une aide à vous donner.
La vérité. Eh bien justement, trouve une vérité qui nous sauve. Si le droit n'est pas l'armurier des innocents, à quoi sert-il? Forge-nous une vérité. D'ailleurs, c'est très simple. Si tu ne la trouves pas, nous te gardons ici tout le temps que durera la guerre. Tu abuses de ton rang, Hector. On emprisonne le droit pendant la guerre. On peut très bien emprisonner une juriste. Tiens-le-toi pour dit, Cassandre. Je n'ai jamais manqué ni à mes menaces, ni à mes promesses. Ou ces gardes t'emmènent en prison pour des années, ou tu repars ce soir même couverte d'or. Ainsi renseigné, soumets de nouveau la question à ton examen le plus impartial. Évidemment, il y a des recours. J'en étais sûre. Pour le premier manquement, par exemple, ne peut-on interpréter le salut au navire chargé de bœuf dans certaines mers bordées de régions fertiles comme un hommage de la marine à l'agriculture? Oui, ce serait en somme le salut de la mer à la terre. Sans compter qu'une cargaison de bétail peut être une cargaison de taureaux. En ce cas, l'hommage touche à la flatterie. Voilà, tu m'as comprise. Sans compter que les navires grecs ont à leur proue des nymphes sculptées gigantesques, il est permis de dire que le fait de présenter aux Troyens le navire, non plus en tant qu'unité navale, mais la nymphe en tant que symbole fécondant, est tout à fait le contraire d'une insulte. Et voilà notre honneur sauf, Cassandre, que l'on publie dans la ville ta consultation. Tiens, voilà Hélène. Hector, je pense. Lui-même, vous êtes Ulysse? Je suis Ulysse. Bonjour, reine. Je rajeunis, Ulysse. Je ne suis plus que princesse. La Grèce et Ménélas crient vengeance. Qu'Hélène nous soit rendue dans l'heure même, ou c'est la guerre. Si les maris trempés ne criaient pas vengeance, qu'est-ce qu'il leur resterait? Et c'est tout? C'est tout. Si nous vous la rendons, vous nous assurez la paix? Et la tranquillité. Si elle s'embarque dans l'heure, l'affaire est close Et liquidée. Je crois que nous allons pouvoir nous entendre. N'est-ce pas, Hélène? Oui, je le pense. Pour les bagages, elle en aura toujours plus au retour qu'elle n'en avait au départ. Vous ne voulez pas dire qu'Hélène va nous être rendue? C'est la même. Elle est prête. Ainsi Paris s'est enlevé cette reine. Il l'a enlevée nue. Et aucun goût d'elle, aucun désir d'elle ne l'a saisie. Une reine nue est couverte par sa dignité. Elle n'a qu'à ne pas s'en dévêtir. Et vous voulez la guerre? Je la veux pas, mais je suis moins sûre de ses intentions à elle. Nos deux peuples nous ont délégués ici tous deux pour la conjurer. Notre seule réunion signifie que rien n'est perdu. Vous êtes jeune, Hector. À la veille de toute guerre, il est courant que deux chefs de peuple en conflit se rencontrent, seuls, dans quelque innocent village, sur une terrasse ou au bord d'un lac. Et ils conviennent tous deux que la guerre est le pire fléau du monde. Et tous deux, à recevoir sur l'épaule ces pétales de magnolia, ils sont pacifiques, modestes et loyaux. Et ils s'étudient, ils se regardent, et tiédis par le soleil, attendris par un vin clairé, ils ne trouvent dans le visage d'en face aucun trait qui justifie la haine, aucun trait qui n'appelle l'amour humain, rien d'incompatible, non plus dans leur façon de se gratter le nez ou de boire. Ils sont combles de paix, de désir de paix. Et ils se quittent en se serrant les mains, en se sentant des frères. Et le lendemain, pourtant, éclate la guerre. Ainsi sommes-nous, Hector. Le peuple autour de l'entretien se taise et s'écarte. Mais ce n'est pas qu'ils attendent de nous une victoire sur l'inéluctable. C'est seulement qu'ils nous ont donné plein pouvoir pour que nous goûtions mieux au-dessus de la catastrophe à notre fraternité d'ennemis. Goûtons-la, c'est un plat de riches. Savourons-la, mais c'est tout. Le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes d'une terrasse. C'est une conversation d'ennemis que nous avons là? C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo des récitants avant la guerre. Parce que nous avons été créés, sensés, justes et courtois. Nous nous parlons 1 heure avant la guerre, comme nous nous parlerons longtemps après, en anciens combattants. Nous nous réconcilions avant la lutte même. C'est toujours cela. Mais peut-être avons-nous tort.
Si l'un de nous doit un jour tuer l'autre et arracher, pour reconnaître sa victime, la visière de son casque, il vaudrait mieux qu'il ne lui donnât pas un visage de frère. Mais l'univers le sait, nous allons nous battre. L'univers peut se tromper. C'est à cela que l'on reconnaît l'erreur. Elle est universelle. C'est de la petite politique, j'en conviens. Mais nous sommes chefs d'État. Nous pouvons nous le dire entre nous. C'est couramment celle du destin. Et c'est Troie. Et c'est la Grèce qu'elle a choisie cette fois. Ce matin, j'en doutais encore. J'ai posé le pied sur votre estacade. Et maintenant, j'en suis sûre. Vous vous êtes senti en seul ennemi? Pourquoi toujours revenir à ce mot ennemi? Faut-il vous le redire? Ce ne sont pas les ennemis naturels qui se battent. Il est des peuples que tout désigne pour une guerre. Leur peau, leur langage et même leur odeur. Ils se jalousent, ils se haïssent, ils ne peuvent plus se sentir. Ceux-là ne se battent jamais. Ceux qui se battent, ce sont ceux que le sort a lustrés et préparés pour une même guerre. Ce sont les adversaires. Et nous sommes prêts pour la guerre grecque? À un point incroyable, comme la nature munit les insectes dont elle prévoit la guerre, de faiblesse et d'armes, qui se correspondent à distance, sans que nous nous en doutions, sans que nous en sachions rien. Nous sommes élevés au niveau de notre guerre. Tout correspond de nos armes et de nos habitudes, comme des roues à pignons. Et c'est ce que pensent aussi les autres Grecs? Les autres Grecs pensent que Troie est riche, sa banlieue fertile, ses entrepôts magnifiques. Ils pensent qu'ils sont à l'étroit sur du roc. L'or de vos temples, celui de votre colza et de vos blés, seul rassure les dieux. Il n'est pas très prudent d'avoir des dieux et des légumes trop dorés. Voilà enfin une parole franche. La Grèce en nous s'est choisie une proie. Il était plus simple de profiter de mon absence pour bondir sur Troie. Vous l'auriez eu sans vous faire rire. Il est une espèce de consentement à la guerre que donne seulement l'humeur et l'acoustique du monde. Nous ne l'avions pas. Et vous l'avez maintenant? Je crois que nous l'avons. Qui vous l'a donné contre nous? Troie est réputé pour son humanité, sa justice, ses arts. Ce n'est pas par des crimes qu'un peuple se met en situation fausse avec son destin, mais par des fautes. Vous voyez la proportion entre le rapt d'une femme et la guerre où l'un de nos deux peuples périra? Mais nous parlons d'Hélène. Vous vous êtes trompé sur Hélène. Elle est une des rares créatures que le destin envoie sur Terre pour son usage personnel. Nous vous rendons Hélène. L'insulte au destin ne comporte pas la restitution. Pourquoi discuter alors? Sous vos paroles, je vois enfin la vérité. Avouez-le, vous voulez nos richesses. Vous avez fait enlever Hélène pour trouver à la guerre un prétexte honorable. J'en rougis pour la Grèce. Elle en sera éternellement responsable et honteuse. Responsable et honteuse, croyez-vous? Eh bien, le sort en est jeté, Ulysse. Va pour la guerre. À mesure que j'ai plus de haine pour elle, il me vient d'ailleurs un désir plus incoercible de tuer. Et comprenez-moi, Hector, mon aide vous est acquise. J'accepte Hélène. Je la rendrai à Ménélas. J'ai beaucoup plus d'éloquence qu'il n'en faut pour faire croire un mari à la vertu de sa femme. J'en irais même à faire croire Hélène elle-même. Est-ce là la ruse d'Ulysse ou sa grandeur? Je ruse en ce moment contre le destin, Hector, non contre vous. Je pars à l'instant pour éviter toute surprise. Peut-être une fois au navire, réussirons-nous à déjouer la guerre. D'accord. Hélène vous escorte. Enfin, nous avons la paix. La paix règne sur Troie. Aux armes, Troyens! Aux armes! Unissons Hélène! Toutes les raisons sont bonnes pour qu'éclate une guerre. Il a suffi que Paris tue la paix, et la guerre de Troie aura lieu.
Super. Bravo. Oui, des sourires. La pièce que nous avons eu le plaisir de vous présenter a été écrite par Jean Giraudoux. La mise en scène par Madame Zor Boukdiri. Soura dans le rôle d'Andromaque. Kala dans le rôle de la servante Polixène. Nariman dans le rôle d'Écupe. Simon dans le rôle d'Ulysse. Samia dans le rôle d'Hélène. Saz dans le rôle d'Hector. Jafar dans le rôle de Priam. Jawad dans le rôle de Paris. Paola, Cassandre. Et Salma dans le rôle de la paix. Bravo. 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 Tous les encadrants. Ils ont été très bons, oui. Ils ont été très bons. Il n'y a pas de reproche à faire. Rien. Tous. C'est la perfection.